BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Cercle des économistes, 1h30 de débat avec des annonces essentiellement institutionnelles et politiques. Il faudra sans doute attendre demain pour avoir la feuille de route des réformes. Messieurs, bonsoir, merci d'être ici dans l'heure H et dans le rendez-vous du Cercle des économistes. J'en profite pour accueillir pour la première fois Michel Yael, qui est le nouveau commissaire général de France Stratégie, en lieu et place de Jean Pisani-Ferry, qu'on connaissait bien ici. Hippolyte Delby, bonsoir. Bonsoir. Membre du Cercle des économistes, on reviendra sur les rencontres d'Aix qui ont lieu ce week-end. Et puis bien sûr Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce long discours malgré tout du président, parce que c'était politique, institutionnel, mais en même temps on voit déjà quand même qu'est-ce qu'on peut dérouler comme fil, notamment sur le plan économique, hein, Michel Yael. Déjà j'ai retenu qu'on avait l'exposé d'une stratégie politique, stratégie économique, stratégie sociale, institutionnelle. Donc pour la maison que je dirige, ça fait sens, c'est le cap, hein, la direction, c'est ça l'essentiel. Après, sur des plans peut-être plus opérationnels, j'ai retenu deux éléments, évidemment vus de ma fenêtre, qui est pas aussi large que celle embrassée lors de ce discours très dense. La première, on y reviendra peut-être, c'est les questions d'évaluation. Oui, bien sûr. L'idée qu'il faut évaluer les politiques publiques, ce qui souvent est un slogan et qui est un peu difficile, d'incarner et de concrétiser. On y consacre, nous, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec d'autres, d'ailleurs. Et puis un sujet peut-être un peu moins connu, qui est le débat public. L'animation du débat public, avec cette idée que les assemblées doivent s'en emparer, notamment le Conseil économique, social et environnemental, avec lequel il se trouve qu'on a un partenariat assez étroit, pour faire surgir, je dirais, la société civile un peu plus dans ces politiques publiques dont souvent elle se trouve, sinon exclue, du moins un peu marginalisée. Oui, et aussi l'appareil de transformation numérique, hein, en disant que c'était très important que devait traiter le Conseil économique et social. Hippolyte Delby, vous avez retenu quoi? Alors moi j'ai retenu qu'il finalement il trace des frontières. Il délimite très clairement le jeu et le rôle de chacun. Donc il se place lui, mais il place aussi son Premier ministre, il place aussi le Parlement, et puis il se place dans une Europe et dans le monde. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et par rapport à toutes les critiques qui avaient pu être formulées au cours des derniers jours, par rapport justement à cette intervention, je pense qu'il a répondu de façon tout à fait correcte, et il a justifié le fait de venir devant le Parlement. On sait où sera la magistrature, on sait où sera la politique. Alors justement, en ce qui le concerne, lui, c'est le projet. C'est le projet pour les 5 années à venir. Et là, je l'ai trouvé aussi intéressant. C'est vrai que c'était un temps relativement long, 1h30 de prise de parole publique. Un propos qui était parfois décousu. Beaucoup de choses ont été levées, pas forcément des affirmations, mais un véritable projet de société. Ça vous avez pensé à la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas? Non. Pas nécessairement. Il n'a pas abordé justement les questions de société. Quand même, la place de chacun dans une société, dans un monde qui change, c'est très important, et dans un monde qui potentiellement, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se sentir agressées, que ce soit par une mondialisation, par des transformations, par des modifications de l'environnement, etc., etc. Les robots, je veux dire, ça avait été abordé quand même dans le cadre de la présidentielle, peut-être plus finalement par Hamon, avec son projet de taxe robot ou de revenu universel, etc. Là, je pense qu'il rebondit. Je pense que c'est un débat intéressant. Ouais. Et il a dit justement, on y reviendra, parce que ça c'est pour nous, entre guillemets, c'est que les réformes doivent tenir compte des exclus. Pour l'instant, on avait l'impression qu'il voyait que les jeunes entrepreneurs, les start-upers, ceux qui réussissent, en opposition à ceux qui ne marchent pas, qui n'ont rien. Mais il a dit que si on voulait défendre les exclus, il fallait rompre avec Assistana. On va y revenir là-dessus. Emmanuel Le Chypre, vous avez retenu quoi? Déjà, la réforme, pas des institutions, mais de la mécanique des institutions, du fonctionnement des institutions, qui est peut-être la plus importante depuis la création de la Ve République, la volonté de revoir quand même profondément le cheminement des projets de loi, etc., éventuellement de voter des lois en commission, etc. C'est quand même des choses importantes. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage, alors qu'il fait écho à ce que vous évoquiez, Edwige, sur ce qu'il a appelé les forces de l'aliénation, quand il fait le détail entre les forces de l'aliénation au travail, la pauvreté financière, l'aliénation financière si on a des déficits et de la dette trop élevée, l'aliénation face au terrorisme, etc. Et j'ai trouvé que l'articulation, effectivement, qu'il avait déjà dans la campagne de ce discours où il dit il faut à la fois plus de liberté et plus d'opportunités au quotidien,
et plus de protection du régalien, c'est-à-dire en même temps plus de liberté et en même temps plus de protection. Moi j'ai trouvé que c'était ça encore, vraiment la philosophie profonde qui se dégageait de tout ça. Ouais, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on sent quand même qu'il essaye de remettre à plat complètement le système, à tout le système politique. C'est vraiment, il l'a dit, redit, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Notamment, vous l'avez soulevé, Michel Yael, c'est effectivement en termes de fabrication de la loi, en disant c'est beaucoup trop long. Et il faut en plus évaluer les politiques, vous l'avez dit, c'est votre rôle, le rôle de France Stratégie. Oui. La difficulté, on l'a vu, c'est que vous le faites, mais longtemps après, quoi. On est déjà passé à autre chose. Ça dépend des sujets. D'abord, pour évaluer, il faut se référer, ce qui est rare en France, aux objectifs de départ. On a une culture qui nous fait plutôt fonder les décisions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ou les évaluations, sur les moyens, l'organisation, plutôt que sur ce qu'on cherchait à faire au départ. Donc lorsque vous avez des objectifs, ce qui suppose que vous ayez ce qu'on appelle des études d'impact dans les projets de loi qui soient un peu plus robustes, sans doute, ça vous permet ensuite d'évaluer à distance comment les choses se sont passées. Après, je vois que vous faites probablement allusion à ce qu'on a fait sur un dispositif assez connu qui est le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, vous connaissez bien. Oui. Bon, la difficulté là, c'est que pour évaluer, il faut des données. Nous, on n'évalue pas à vue de Sirius, on a besoin de données. Et pas les vue données... de Jupiter, non? Pas de vue de Jupiter, non? Pas plus de Jupiter, d'ailleurs, même si c'est un peu plus éloigné. Qu'on le soit ou pas, on travaille en l'occurrence sur des données fiscales ou des données sociales qui, surtout en matière de fiscalité, mettent un certain temps à remonter. Donc on a parfois besoin de 18 mois ou 2 ans, mais mieux vaut une évaluation faite avec un petit délai. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Cela dit, est-ce que vous pouvez évaluer, est-ce qu'on peut évaluer justement l'efficacité d'une loi, d'une politique publique? Dieu merci, oui. Pour que ça soit efficace, je veux dire, pour qu'on permette de rectifier le tir. Ça se fait presque partout. Hein. Non, mais ça se fait, mais le problème, c'est est-ce que c'est suffisamment efficace et rapide pour rectifier le tir? Voilà, c'est ça que... Parce que c'est ça qui demande, quelque part, Madame Macron. Enfin, c'est des sujets un peu techniques, je suis pas sûr que ça passionne tous nos auditeurs, mais la question pour évaluer, c'est qu'il faut fixer les objectifs au départ. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ce texte? On l'avait fait d'ailleurs, enfin, France Stratégie, je n'y étais pas à l'époque, l'avait fait pour la loi Macron, dont vous vous souvenez. Dès le départ, sur un certain nombre de sujets qui étaient mesurables. Et donc, ça a permis, avec le temps, de mesurer si les objectifs de départ avaient été atteints d'une certaine manière. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez sur les sujets sociaux et sur la question des exclusions. Hein. Il y a eu un passage du président de la République, que n'était pas M. Chaban-Delmas, donc un passage institutionnellement plus élevé. Il aspirait à l'être, en tous les cas. Voilà, sur les questions d'exclusion, il l'a pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire, et ça renvoie ça à des questions de réformes en cours, là, sur la protection sociale, qui vise à élargir la protection sociale. Sur l'assurance chômage universel. Pour tous, et sur la nécessité de ne pas laisser se fabriquer ou se refabriquer une France à 2 vitesses. Pour en reparler si vous voulez, mais ça me paraît un élément, en tout cas sur le plan social, clé ou socio-économique de ce qu'il a dit tout à l'heure. Hippolyte ? Alors sur l'évaluation des politiques publiques, je pense que ce qui est intéressant, ce qui est fait à France Stratégie, c'est aussi de faire coexister, voyez, des groupes indépendants ou des universitaires venant de différents groupes qui vont évaluer, d'accord. Et ce que peut faire justement France Stratégie, c'est jouer ce rôle de forum. Néanmoins, vous releviez la question du décalage. Alors certes, on évalue forcément a posteriori dans ces cas-là. On peut évaluer a priori en faisant de l'expérimentation. Vous voyez, on pourrait faire dans un petit endroit. Ce que revendique du reste Emmanuel Macron. Exactement. Mais alors pour l'évaluation a posteriori, là, la loi est passée. La chose qui va être la plus importante, c'est pas tellement de faire travailler des gens qui vont proposer des études d'impact, etc. a posteriori. C'est plus après de prendre la décision politique. Moi, je reprends l'exemple finalement du Conseil économique et social et environnemental. Je pense que si on l'évaluait, enfin la chambre du futur. Non, mais certes, mais à mon avis, si on l'évaluait, on le supprimerait. Vous voyez, je suis pas très sûr qu'il ait vraiment rempli son rôle. Il a quand même dit là, Emmanuel Macron, le président de la République, qu'il fallait revoir de fond en comble ses priorités. Voilà, et en faire une instance unique de consultation. Et j'ai devant moi le communiqué de Patrick Bernasconi qui se félicite que le CESE soit placé au cœur du processus démocratique. D'accord. Certes, on aurait dû supprimer. Est-ce qu'un forum aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure des réseaux sociaux, etc., un vrai forum citoyen, c'est quelque chose qui est dans un bâtiment dans le 16e arrondissement? J'ai une opinion un peu dissidente, moi, complémentaire. Intéressant, non, mais il a raison. C'est vrai qu'effectivement, on a besoin d'avoir un immense palais au Palais d'Éna, quoi, en l'occurrence. Oui. Sur Internet, ça suffit pas. Je suis pas sûr que ce soit le palais le plus coûteux de la République. Et ceci étant dit, je pense que ce qui est important aussi, ça c'est l'autre casquette de France Stratégie,
que j'appelle celle de tiers de confiance, c'est de faire partager l'évaluation. Parce que c'est pas de la médecine, l'évaluation. Il peut y avoir de l'évaluation en médecine. Mais c'est de faire partager aux parties prenantes, alors les partenaires sociaux comme d'autres. Par exemple, quand on a évalué le CICE, l'apport de notre travail, ça a non seulement été en effet de faire travailler nos équipes et d'autres équipes académiques autour des mêmes objets, mais ça a été de faire partager cette méthode de travail et ses résultats à des gens qui se sont sentis tous unanimement d'accord pour en saluer la qualité, alors même qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur le sujet qu'on traitait. Démocratiquement, je pense que c'est une petite valeur ajoutée. Oui, non, la question c'était, j'ai fait ça, mais c'est vrai que comment évaluer l'efficacité d'une loi, d'un plan? On a vu la loi du flou, c'était une catastrophe pour l'immobilier. Il y a eu des choses comme ça, on a pu rectifier le tir parce que c'était, à la limite, là, il y avait les données trimestrielles, voire mensuelles. Oui. Donc à partir de là, on a pu constater ça ne marche pas, les mises en chantier, ça baisse, etc. Non, Emmanuel, vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai l'impression d'être si, non, mais après, celle de mon espèce. Non, mais parce que vous faites preuve d'une exigence terrible, alors que si déjà on arrivait, par exemple, ne serait-ce qu'à évaluer des lois qui ont 5 ans, 7 ans, 10 ans, à se dire que ce sont des lois qui sont nuisibles à l'emploi, à la croissance, à l'activité, bon, déjà, ce serait déjà pas si mal. Donc être capable en 6 mois d'évaluer si une loi est bonne ou pas, c'est peut-être franchir un peu vite les étapes. Parfois elles ont un effet positif, mais elles sont tellement coûteuses que voilà, on se dit que le gain en emploi par rapport au c'est là où c'est très intéressant. Mais voilà, c'est là où c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce que permet le calcul économique, c'est au final de faire un choix politique. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, 2 millions de budget et que on vous dit avec ces 2 millions, soit vous pouvez faire de la prévention pour sauver 100 000 femmes du cancer du sein, soit vous pouvez faire 5 ronds-points pour sauver 20 personnes d'accidents de la route. Voilà. C'est ça en fait le choix public, c'est d'être capable d'arbitrer. Qu'est-ce que vous préférez? Le choix est évident, c'est les ronds-points. Ah bah je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça sert à ça. Et la France n'était pas jusqu'à maintenant quand même le pays du calcul économique, puisque je crois que le classement qui avait été fait sur l'Europe montrait qu'il y avait que la Grèce en Europe qui faisait moins de calcul économique que la France. On progresse, on progresse. Et on progresse. Le président a dit qu'il n'y avait pas de réforme sans confiance. Le fait qu'ils disent suppression de la CGR, la Cour de justice de la République, parce qu'il n'y a pas un traitement particulier pour les ministres, etc. Le fait qu'ils disent, puisque tout le monde doit se mettre à l'austérité, on réduit d'1 tiers les parlementaires, donc Sénat. Est-ce que ça peut apporter, ça peut être un élément de confiance pour les Français ou pas? Je pense que oui, mais sur 2 registres différents. Il y a un premier registre qui est celui de l'éthique et des principes. La Cour de justice de la République, typiquement, rentre dans cette catégorie-là. Pas de justice d'exception pour qui que ce soit. Bon, ça c'est un premier point. Après, je pense que pour le Parlement, enfin les 3 assemblées constitutionnelles, dont celle dont vous avez parlé, c'est plus une recherche d'efficacité. Oui. C'est pas simplement de l'éthique, parce que franchement, qu'un pays comme le nôtre ait 500, 600 ou 250 députés, au fond, tout ça est à la maille des grandes démocraties. Je disais que l'État se met aussi à la diète. Mais aussi d'efficacité, puisque ce que le président a aussi relevé, c'est que ces économies seraient en partie affectées à un renforcement des moyens de contrôle et d'évaluation du Parlement, parce qu'on peut pas, évidemment, faut tenir les 2 bouts de l'omelette, quoi. Voilà. Non, mais c'est sûr que quand vous allez rencontrer un membre du Congrès américain, où vous avez l'impression que le type il est à la tête d'une PME, quoi. Vous arrivez, il y a des gens qui bossent partout. Là, vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous avez 2-3 collaborateurs. C'est 80 personnes autour d'un sénateur américain. Voilà, exactement. C'est 80 personnes. Là, effectivement. C'est drôle parce que je recevais le sociologue Jean-Pierre Le Goff, qui est vraiment un type formidable tout à l'heure, et qui disait, mais il y a le syndrome, enfin un syndrome Obama, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a dû énormément étudier Obama, ses discours, ce qu'il tweet, il nous a décrit ça, c'était absolument passionnant. Je vous suggère de réécouter. Je pense que dans la question de la réduction du nombre de parlementaires, en effet, on fait le parallèle avec le gouvernement qui réduit le nombre de collaborateurs ministériels qui sont réduits, etc. C'est l'idée de la personne en charge. Je pense que c'est réellement ça qui est mis en avant. Maintenant, attention, une réduction d'1 tiers du nombre de parlementaires, ça veut dire modifier les circonscriptions. Donc il y a quand même un enjeu politique derrière. 1 an pour avoir des propositions. Oui. Voilà. Il y a la carte électorale. Voilà. Donc je veux bien que potentiellement il y aura une double modification. Il y aura une modification donc la frontière des différentes circonscriptions, ce qui peut avoir un impact sur le résultat de l'élection et plus de proportionnel. Donc il y a un vrai enjeu politique quand même derrière. Le grand bouleversement dans le rapport de force aujourd'hui, c'est que c'est véritablement le politique et l'élu qui reprend la main sur l'administration. C'est-à-dire qu'on sort quand même de 30 années dans lesquelles les politiques ont été totalement étouffés, mis sous le boisseau par l'administration. Et là, en voulant faire fonctionner l'Assemblée de façon plus efficace, en voulant faire moins de lois,
en voulant réduire les cabinets, en voulant que le ministre ait la main directement sur les directeurs d'administration, etc. Là, c'est vraiment le politique qui reprend la main sur l'administration. Emmanuel Macron a dit tout à l'heure qu'il fallait désintoxiquer l'État de l'interventionnisme. Donc ça, c'est un point important. À mon avis, ça va faire grincer quelques dents. Logique. Est-ce que derrière, on peut en déduire quelque chose, Michel Yael, par rapport à des propos comme ça? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut que l'État se réduise, soit moins présent en France, il y ait moins de poids de l'administration, moins de dépenses publiques, moins de fonctionnaires. Oui, je pense que c'est surtout l'allusion, c'est aussi l'allusion à ce qu'on dit souvent de manière un peu raide à propos de l'Europe, mais non sans raison, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que là où l'État, au-delà de toutes les questions régaliennes que nous avons tous en tête, doit intervenir, ça veut dire qu'il doit aussi être en mesure de définir ces zones de non-intervention ou de sous-intervention ou de co-intervention. J'ai noté qu'il avait parlé d'un État girondin. Oui, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que l'État français dont on connaît la tradition, un pacte girondin avec le territoire, va se déliter ou va être décomposé en facteur premier, mais ça veut simplement dire qu'il y aura peut-être à l'égard des territoires et des collectivités en particulier une confiance accrue, des responsabilités qu'ils soient aussi, bref, un rapprochement vis-à-vis du citoyen. Des budgets plus faibles, ça reste à vérifier, même si nous sommes un peu loin de nos amis allemands, puisque, pour prendre un exemple, le budget de la première région allemande équivaut à la totalité du budget de nos propres régions. Donc on est, vous voyez, la comparaison est encore un peu difficile. Il y a encore une petite marge. Et j'en profite pour saluer votre étude sur les écarts de salaire entre les territoires, très très intéressante. Ça fera lien avec les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est jeudi soir prochain, pendant 3 jours, avec quasiment toute la planète éco qui va à Aix-en-Provence. C'est le Cercle des économistes, bien sûr, qui organise ça. Hippolyte Delby. À la recherche de nouvelles prospérités. C'est un peu ce que fait notre président, non? Alors c'est vrai, ça tombe pile dans le sujet. Déjà l'année dernière, le thème des rencontres, c'était dans un monde de turbulence, qu'attend-on d'un pays? Quelques jours après le Brexit, tout le monde parlait de ça. Là, aujourd'hui, je pense que pendant ces 3 jours à Aix, on va réellement parler de cette question de la croissance. La croissance, en effet, on en veut, mais en fait, on veut plus. D'accord? Et on voit bien, finalement, que des pays... Qu'appelez-vous prospérité? Parce que prospérité richesse, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Emmanuel aussi, vous voyez, c'est beaucoup plus large. La croissance seule ne suffit pas. Vous voyez, finalement, même elle mène au populisme. Si vous voyez les États-Unis, si vous voyez la Grande-Bretagne, qui était justement et c'est peut-être que finalement en maltraitant une partie de la population que la croissance n'a pas joué son rôle de prospérité. Alors donc certes il y a plus d'enrichissement, certes il y a le fait de faire en sorte que cette croissance soit inclusive, c'est-à-dire qu'elle ne mette personne sur le bord de la route, mais plus que ça, c'est aussi que chaque personne ait sa place dans la société. Étant donné les différents enjeux que sont les modifications technologiques, les modifications environnementales, les modifications scientifiques. C'est une excellente question en tous les cas. Je vais poser la question à Michel Yael. Non, mais c'est juste pour prolonger, parce que moi j'anime une table ronde, oui, je vous dis tout, sur la croissance détruit-elle la planète. Alors il y a le patron de Sanofi, Olivier Brandicourt, Isabelle Kocher d'Engie, et puis Eric Elsem, le patron, enfin futur ex-patron de Lafarge Holcim. Michel Yael, est-ce que la croissance détruit la planète ou pas? Elle peut la détruire, mais il n'y a pas d'équation très nette entre les deux. Simplement, c'est exactement... Alors, regarde l'évolution de la richesse et l'évolution de la population. Alors on regarde ça, mais simplement c'est là aussi une question d'objectif embarqué. La croissance pour la croissance, il n'y a pas besoin de revenir au Club de Rome pour se rappeler qu'elle peut être destructrice, notamment dans les pays du Sud, mais aussi dans nos propres sociétés. Donc c'est une question d'éthique, c'est une question environnementale. On le voit bien avec tout ce qui tourne autour de la transition écologique. Tout le monde en parle, mais il faut la mesurer. Donc nous travaillons beaucoup sur ces questions-là pour voir au fond à quoi tout cela doit nous amener pour y arriver, et comment anticiper ces mouvements qui sont probablement de long terme, mais un long terme qui a 10 ou 15 ans, ça n'est plus tout à fait du long terme à l'échelle de l'humanité. Oui, ça pour le coup c'est clair. Oui. Voilà. Effectivement, vous avez raison. Là pour le coup on peut évaluer. Emmanuel. Moi je crois pas à la faible... Enfin, à la disparition de la croissance, etc. La réalité, c'est que la valeur, elle sera toujours là, mais elle sera
fabriquée par une croissance différente. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant des décennies sur une croissance tirée par l'avoir plus, beaucoup de production, beaucoup d'achats, beaucoup de consommation. Là, ce sera une croissance qui est tirée par l'être mieux, donc beaucoup plus immatérielle, beaucoup plus fondée sur le bien-être, sur le service, donc moins palpable effectivement, mais la vraie prospérité, c'est-à-dire l'amélioration globale du niveau de vie pour tout le monde, elle passe par là. Mais ce sera effectivement moins matériel. C'est pour ça qu'on continuera à créer de la valeur. C'est pour ça qu'il y aura toujours de la croissance, mais qui sera effectivement moins fondée sur de la consommation de biens intermédiaires, de la production dans les usines, sur la logique de la propriété, etc., etc. Merci Emmanuel, donc à la recherche de la prospérité, Aix-en-Provence, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup monsieur. Michel, j'en profite pour dire aussi, puisque le président en a beaucoup parlé sur le travail, qui va quoi, la mutation du travail. Vous avez publié notre notation sur le travail en 2030. Merci d'avoir été ici. Merci Hippolyte Dalby. On se retrouve à Aix jeudi prochain. Merci Emmanuel Le Chypre. Tout de suite, les décodeurs de l'écho. Fabrice Lundi. À demain.